Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue au décryptage de l'actualité politique de la semaine avec Agapit Napoléon Maforicain que je salue. Bonsoir. Oui, bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, vous vous posez la question, oui, je fais l'exercice ce soir. Je remplace Angèle Toboula et vous reviendra très vite si Dieu le veut. Agapit Napoléon Maforicain, nous allons commencer par les plateaux de ce matin. On va commencer peut-être par le rapporteur de la commission budgétaire qui est venu défendre un budget éminemment social sur notre plateau ce matin. Je veux parler de l'honorable Réginald Koumangbe Afide, qui est député de l'UP, le Renouveau, qui est venu étaler quelque peu les atouts de ce budget en long et en large, 42% du budget, mais principalement sur quelques points. Commencer par ce qui a fait débat à l'Assemblée nationale, la situation des AME. Le gouvernement a tenu parole sur cette question et 3000 d'entre eux seront reversés. Même les démocrates au Parlement ont donné quitus au gouvernement, quand bien même ils trouvent que c'est très très insuffisant. Oui, c'est vrai qu'il faut remonter en 2007-2008 pour voir un peu ces vacataires, un peu ces 11 000 enseignants que le gouvernement Yahi avait reversé d'office dans l'enseignement sans régler les questions sociales liées. Donc les affaires de AME, c'est une vieille histoire. C'est peut-être l'épilogue progressif. C'est une épilogue progressive d'une situation qui aurait trop duré, mais d'une situation quand même et qui se termine peut-être bien, parce que l'enseignement a encore besoin d'enseignants et ces AME, le gouvernement Talon a au moins réglé le problème de la qualité de l'enseignement, donc de la qualité et du statut de ce corps, de ces jeunes, de ces amis, de ces collègues qui finissent l'université pour la plupart et qui ont dû embrasser la carrière d'enseignant, pas parce qu'ils ont aimé, mais parce que, bon, voilà, côté emploi, il n'y avait pas d'autres issues et qu'il y avait un grand besoin. Et ce grand besoin n'est pas nouveau. Il faut remonter dans le temps, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, vous le retrouverez. Et je pense que c'est une très bonne idée de commencer par régler ce problème. Ce problème n'a pas de couleur politique, c'est un problème purement social, mais c'est un problème également national, parce qu'il il en tient de l'enseignement et donc de l'avenir de la jeunesse. Oui, il y a un argument que l'honorable Koumangbe Afide a avancé, ce serait ce sur quoi le gouvernement a joué ou s'est défendu. Il a rejeté quelque peu la faute sur nous, sur la population, parce que son explication est simple. Le sort des AME, en tout cas de ce corps, n'est pas dépendant du bon vouloir du gouvernement, parce que le gouvernement serait tenu par la règle des 35% de max salarial de l'UEMOA. Et donc, étant à ce seuil, le gouvernement ne pouvait gérer la situation que de cette manière, en prenant ceux-là comme des prestataires de services. Et qui ne tient qu'à nous de payer nos impôts pour que le gouvernement puisse trouver les moyens, comme pour les 3000, de les insérer. Après, dire que le gouvernement n'avait pas de marge de manœuvre, que le gouvernement était tenu par l'UEMOA. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu tiré par les cheveux? C'est un vieux dossier. Oui. C'est un vieux dossier. Il a utilisé les mêmes après les avoir reversés, après à part de leur statut. Évidemment, il y a les critères de convergence. Oui. Il y a les règles d'exécution budgétaire. Il y a les principes de rigueur budgétaire par rapport à l'UEMOA. Donc, du coup, les règles de convergence, les principes de critères budgétaires, non seulement par rapport à l'UEMOA, mais par rapport au Fonds monétaire international. Donc, nous avons des engagements vis-à-vis donc de l'organisation régionale en matière d'équilibre budgétaire et d'harmonisation donc des pratiques législatives, et budgétaires, qu'est l'UEMOA, mais également en direction des institutions de Bertrand Wood. Ce n'est pas moi d'en parler, il y en a d'autres de mieux que moi. Mais c'est pas tiré par les cheveux. Le problème qui se pose, c'est quand il pose le problème donc des impôts. Non, je pense quand même que c'est vrai, l'impôt est portable, mais quand même, on donne quitus à l'État d'utiliser tous ses moyens pour que l'impôt soit payé. Et l'État, lorsqu'il s'est agi de greffer les TVM sur les visites techniques, on n'a pas dit qu'il appartenait à l'individu. Donc, bon, je pense qu'en tant que député, c'est à eux de trouver le mécanisme. Moi, je soutiens que l'État puisse trouver tous les moyens possibles pour quérir l'impôt. Parce que notre budget, notre pays n'est pas encore du point de vue, bon, même si c'est déjà là et tout le monde est heureux d'en parler, ce n'est qu'un début. On n'a pas encore
On n'est pas encore comme le Niger, on n'a pas encore en train de tirer profit de l'or noir. On n'est pas encore comme d'autres pays comme le cacao, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore les raffineries de phosphate, on n'a pas encore ces sous-sols aussi abondants que d'autres l'ont. Nous, notre budget, il est d'abord et essentiellement fiscal. Et il est important qu'on doit d'abord nous baser déjà sur ça. Donc, je l'approuve. Hein, j'approuve lorsqu'ils pensent que c'est en payant les impôts. Mais pour le mécanisme, franchement, l'État est là pour ça. Oui, on ne peut pas dédouaner forcément l'État, puisque l'État fait des choix. En fixant sa masse salariale, l'État fait des choix. Donc on ne peut pas dire que les AME soient victimes expiatoires de cette incapacité de l'État à les insérer dans sa masse salariale. Les AME constituent un phénomène qui s'est imposé à l'État du fait de la non-analyse du terrain. L'acte, ce dont nous parlons date d'il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. Les vacataires, comment on les appelait, il y avait plusieurs statuts qui intervenaient de manière informelle dans l'enseignement. Donc, du coup, l'État a pensé, c'était les 11 000, je ne me trompe, et donc ça a créé plus de problèmes. Le problème va au-delà des 11 000. Le problème, c'est couvrir les besoins de l'État en matière d'enseignement avec un personnel formé, disponible, mais tout le monde ne peut pas avoir le statut d'un trait parce qu'il y a des critères. Il y a des critères, il y a les maîtrises. Il y a la maîtrise donc, de la masse salariale liée à la fonction publique. Et donc, l'État ne peut pas, et le personnel de l'État n'est pas que de l'enseignement. Il y a le personnel lié à la santé, il y a la sécurité, il y a des questions, il y a la diplomatie. Donc, il y a des aspects régaliens, il y a des seuils régaliens, il y a des catégories dans lesquelles l'État doit intervenir. Et donc, l'enseignement ne saurait être le seul. Le problème se pose, comme je le disais, peut-être sur d'autres interventions, c'est les choix même de l'État. À mon humble avis, la régionalisation du pays, le fait de passer à un deuxième niveau de la décentralisation aurait permis de laisser cette question aux régions et donc aux collectivités territoriales régionales et donc d'appuyer par des aides budgétaires un peu ces régions-là et donc on n'aura plus à les... Donc les régions auront à créer des impôts spéciaux liés à ces questions-là, qui sont des questions de l'avenir du pays, de la région et donc de la famille. Donc du coup, je pense qu'il y avait des nivellements à faire selon les besoins régionaux et donc l'État central apporte un appui conséquent selon également la cartographie et les besoins. Est-ce que ça ne crée pas une éducation à multiples vitesses? Parce pas que du tout. Les moyens que Cotonou, Agboumé Calavi mettra ne sera pas du même niveau que WhatsApp et Onko. En tout cas, non, justement, ça va remettre tout au même niveau. À moins que l'État vienne niveler, compenser. C'est ça que je dis. L'État vient pour gérer les collectivités régionales, créer les impôts conséquents. Ça veut dire quoi? Lorsque le besoin criard, lorsque vous avez un besoin de 40% d'enseignants dans la région A et vous n'avez besoin que de 10% dans la région B, il est évident que les 40%, donc les 10%, dont l'État doit subvenir aux 40%, c'est-à-dire que aux 30%. Mais vous comprenez la différence, la différence pour mettre tout le monde au même niveau. Les régions gèrent le gap. Ça dit quoi? Si l'État 1 a besoin de 10%, l'État B, la région B a besoin de 40%, la région C a besoin de 60%. Lorsque l'État dit, OK, je subviens à 40%, ça veut dire qu'il faut aller chercher les impôts des 20% ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est un choix. Clairement que l'État va dire, OK. Donc, dans cette région, vous faites la promotion de recrutement d'enseignants en prestataire de services, ou en ci ou en ça, selon vos besoins, mais en finançant sur... Donc, tout ce qui traverse le territoire paye, par exemple, un impôt, par exemple, on lui donne un coup. Tout ce qui consomme tel produit dans la région, produit, l'IAM, par exemple, dans les collines, je donne un exemple, simplement. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi? Il faut réfléchir au-delà simplement de simple mécanique étatique, où on inclut dans le budget que l'État doit débourser sur la base. On doit pouvoir faire de la solidarité interrégionale.
ce qu'on a appelé la coopération, donc on a fait le principe de la subsidiarité au niveau donc de la décentralisation. On doit aller au-delà et faire de la solidarité. Les régions, considérées par des communes de même nature, peut-être que les besoins ne sont pas les mêmes, mais certaines communes peuvent venir en aide à d'autres. Je pense que nous devons réfléchir à l'État de demain. Et l'État de demain doit pouvoir se penser en régionalisant. Mais bon, pour le moment, on n'est pas encore là. Et donc, je pense que ce que dit l'honorable Koumagbé Affilé tient, mais il appartient à l'État de trouver les mécanismes. Ce n'est pas aux individus. Les individus ne sont pas, ils sont soumis aux désirata de l'État. Est-ce que les individus ont quelque chose, ont quelque marge? Même eux, députés, parfois sont contraints par les exigences d'y aller. Pas nécessairement parce qu'ils sont convaincus que c'est ça, mais la réalité s'impose à eux et ils y vont. Donc, l'État est puissant, l'État est fort, l'État a besoin d'agents de santé, l'État a besoin d'agents d'éducation, l'État a besoin d'agents de sécurité, l'État a besoin d'agents de... Donc, l'État a besoin du personnel, de la main-d'œuvre. Et donc, si la fonction publique ne peut pas nourrir tout le monde, l'État a besoin d'aller chercher des financements ailleurs. Donc, la coopération décentralisée, l'appui étatique, les aides particulières, tout ça peut venir pour assister, pour aider. Et puis il y a les bonnes volontés. On a des Béninois qui ont les moyens, qui peuvent dire je prends les Béninois de telle région pour 2 années, par exemple. Ils en ont. Donc je pense qu'il faudrait réinventer cette question. En attendant, bon, en détail, j'espère ce qu'il peut gérer. Voilà. Sur le volet social, oui, généralisation des cantines scolaires, on passe à 2 repas en 2024. Par rapport aux amendements des démocrates, le gouvernement qui a consenti à exonérer, comme il y a quelques années, l'importation des véhicules, des engins à 4 temps, les motos, notamment, ça c'est sur demande des démocrates. Donc il y a, en tout cas, il y a un large panel je ne dirais pas de cadeaux sociaux, en tout cas que le gouvernement consent pour l'exercice 2024. L'État ne fait pas de cadeaux, l'État fait des options. Oui. L'État fait depuis 5 années comme ça. Je pense que l'État Talon, le gouvernement du président Talon, essaye, après avoir fait l'état des lieux, essaye donc d'incliner socialement le budget. Et c'est ce qui est normal. Le budget, c'est pour qui? C'est le budget du peuple. Même le fonctionnement d'un ministère, c'est pour le bien du peuple. Parce que le ministre ne fonctionne pas pour sa famille, il fonctionne pour l'État. Quand vous regardez tout ministère, la santé ou le cadre de vie, l'enseignement ou les affaires sociales, les affaires étrangères ou la défense, quand vous les regardez, c'est au nom de qui? En dehors des affaires étrangères qui paraissent peut-être purement doctrinales du point de vue gestion des affaires étrangères, tous les autres ministères, quand vous les prenez, ont toujours un versant social. Il n'y a pas un seul qui n'en a pas. Donc, en clair, l'État est dans son rôle et c'est intéressant. Quand le député parle de 42%, moi je pense que c'est bien au-delà. Le budget de l'État est à 90% ou à 85%, ou tout au moins à 70% social. Ah oui. J'ai absolument. Parce que quand vous croyez, allez, toute l'action de l'État est d'ordre social. Mais qu'est-ce que les affaires d'autres? L'État n'enrichit pas les riches. Au contraire, les riches payent plus d'impôts que les pauvres. Il y a un ministère des Affaires sociales qui fait du microcrédit. Il y a un ministère de la Santé qui gère H. Il y a un ministère qui gère ci. Il y a l'éducation, avec tout ce que ça. Il y a la défense pour protéger les citoyens, comme le territoire national, comme la sécurité. Donnez-moi le cadre de vie pour rendre dans les champs et donc gérer les infrastructures routières, les infrastructures, disons, quand il dit routière, que ce soit la route terrestre, la route aérienne, la route maritime, que ce soit le cadre de vie lui-même, l'assainissement. Alors donc, quelle est l'action de l'État qui n'est pas orientée vers du social? Quand on dit le social, c'est le bien-être de l'individu. C'est plutôt son épanouissement. Quel est le ministère qui n'est pas dans ça? Le seul possible qu'on peut cibler, c'est peut-être les ministères dont l'action dont les actions ne vont pas directement. On va faire les affaires régaliennes, les affaires étrangères, les finances, le développement. Or, quand vous le prenez, c'est eux qui sont en amont de tout ça.
Voilà. Alors, il y a d'autres questions qui fâchent, parce que ça fait débat à l'Assemblée nationale au niveau de la dette publique. Et là aussi, le rapporteur de la commission a son explication. Il a donné les chiffres, on est vraiment en deçà. On est en dessous du taux des critères de convergence, donc il n'y a pas matière à s'alarmer. Mais la question, peut-être que les députés ont posé cette question parce qu'ils n'ont plus en réalité aucune marge de manœuvre, aucun contrôle sur les options d'endettement de l'État. Ils sont devenus en temps, on va dire, une sorte de, c'est la critique des démocrates, une sorte de caisse enregistreuse parce qu'il n'y a pas d'autorisation de ratification d'accord de prêt. Voilà. Peut-être que c'est ce qui chagrine un peu les députés, mais lui, là, il a évacué rapidement la question parce que, grosso modo, pour lui, ça n'a jamais servi à rien par le passé. Et donc, il faut peut-être se concentrer sur les mécanismes de contrôle a posteriori. Il y a les lois de règlement. Donc, oui. Il y a les lois de règlement, il y a les mécanismes de contrôle, mais il y a les lois de règlement. Oui, mais c'est déjà dépensé. Donc, oui, alors l'État, enfin, en principe, le rôle du Parlement n'est pas d'empêcher l'État de dépenser. Oui. L'État central, représenté par le gouvernement, est là pour les options, au nom du peuple béninois. Donc, le rôle du Parlement, c'est légiférer. Oui, donc règlement ou pas règlement, les députés sont dans un rôle passif. Non. Ils regardent faire. Bon, enfin, leur rôle n'est que passif en la matière de toute façon. Bon, c'est pas ce qu'on nous dit. Non, ils doivent contrôler. Écoutez, les histoires, il n'appartient pas au Parlement d'empêcher, d'interdire ou bien de bloquer la ratification d'un accord de prêt. Donc, du coup, c'était à eux, ils devront s'informer sur les conditions et valider les accords de prêt, les subventions, les autres. L'État, c'est lui qui définit la politique centrale du pays. Donc, le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Le contrôle de l'action, c'est pas un contrôle d'opportunité, c'est un contrôle de normalité, c'est-à-dire que le contrôle légal, contrôle peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est pas de contrôle d'opportunité. Le Parlement ne joue pas, ne se met pas à la place du gouvernement. Oui, dans l'absolu, est-ce que c'est toujours vrai? C'est vrai on peut dire, que ce soit de l'opposition, de quelqu'un on a des gouvernants quand même assez responsables. Donc si la représentation nationale n'a plus aucune marge de manœuvre là-dessus, donc un État, pour peu qu'on ait des dirigeants quelque peu foufou dans leurs options, il peut mettre l'État en faillite. Il peut conduire l'État dans le mur. L'État n'est jamais en faillite. Oui, bon, d'accord, pas dans l'absolu. Mais bon, pas dans l'absolu. Mais ils peuvent conduire les finances publiques dans le mur. Non, jamais. On a l'UEMOA qui est là. Le mois plus. Ah si, oui. Il y a le mois, il y a le Fonds monétaire, il y a toutes les institutions qui publient les données et que les députés devraient se saisir pour créer le HOLA, dont l'opposition devrait se saisir pour ameuter. Donc ils ne peuvent qu'ameuter, ils ne peuvent pas agir. Mais dès qu'ils ameutent, les autres structures, tout ce qui doivent agir, doivent agir. Écoutez, même s'ils agissent là, ils vont faire quoi? S'il y a des accords de ratification, ils bloquent. Le président prend une ordonnance et puis on avance. Bon, il peut pas en prendre à l'infini. Pour les prix de Chiafato, il y a plus de ordonnances. C'est rentré en vigueur bien des années après. Écoutez, en la matière, le gouvernement est responsable absolu de ce programme, de son évolution et donc des résultats. Le rôle du Parlement n'est pas de le bloquer parce que le Constituant a prévu, en cas de blocage, le gouvernement a des options de sortie. Le 49.3 français s'appelle ici l'ordonnance. Voilà, les mesures conservatoires. Donc, l'ordonnance permet des mesures spéciales. Donc, l'ordonnance, c'est l'article 68, 69, je ne me rappelle pas, mais ça permet au gouvernement de passer en force. C'est là déjà la caractéristique, donc, pour montrer que le gouvernement gouverne, le Parlement parlemente, et l'opposition s'oppose. Donc, chacun est dans sa ligne de contrôle. Et l'opposition s'oppose. Donc, chacun est dans sa ligne de contrôle et ça permet simplement au gouvernement d'avancer. Il faudrait que l'opposition travaille. En réalité, ce dont nous parlons, c'est de l'opposition. Parce que c'est à elle de se documenter, d'avoir des données techniques à faire valoir au Parlement, dans l'opinion publique, pour pouvoir forcer le gouvernement à expliquer ses politiques. Si le Parlement est là tranquille à batailler pour ses petits avantages et bloquer ce qui... le gouvernement va évoluer tranquillement. Et c'est ce que nous continuons, nous constatons. On n'a pas d'opposition. On a des groupes d'opportunistes qui essayent donc d'incliner la politique selon leur intérêt. Mais en termes d'opposition, on n'a pas de qualité, de point de vue où ils réfléchissent, ils ont les données, ils les analysent et ils proposent des options alternatives. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas le niveau.
Ils ne se donnent pas les moyens. Ah, ils n'ont pas le Ils n'ont pas les moyens. Enfin, parce qu'ils ne recrutent pas. Attendez, il ne s'agit pas de dire je suis chef de parti pour à tous les niveaux. Bon, c'est valable pour l'opposition seulement ou bien pour la mouvance aussi? Pour tous les partis-là, si on regarde quel parti concrètement produit de la pensée qualitative, ils n'en produisent pas parce qu'ils ne cherchent pas les compétences pour les produire. Ils sont dans la réaction. Vous voyez, c'est un dossier technique. COP28, vous avez entendu un parti parler de ça, de manière concrète. Démographie. Et vous avez entendu parler un parti. Ils ne se donnent pas les moyens. Bon, COP28, ils viennent de revenir. Bon, c'est seulement qu'ils sont avant déjà, on devrait. Avant, non, c'est pas au retour qu'ils doivent en parler. C'est avant. C'est la position. C'est la position qu'ils devraient dû aimer que le gouvernement défende. En fait, ils ne travaillent pas. Tout le monde, ils sont compétents en tout. Et donc en rien. Et puis bon, voilà. Il y en a qui reçoivent les moyens d'État d'ailleurs. Vous ne savez pas grand-chose. Mais bon, donc voilà. Un peu notre cartographie, un peu la réalité du terrain. Donc, vous comprenez que dans cette dynamique-là, donner la main au Parlement de bloquer le gouvernement, ce serait quand même dramatique. On a connu certains moments comme ça, mais bon, heureusement, ça change. Donc, je ne pense pas qu'un gouvernement soit si irresponsable pour conduire le pays dans les cordes. C'est pour ça que je parle de loi de règlement. Normalement, le gouvernement ne peut pas dépenser là où il n'a pas prévu, en principe. Et lorsque des besoins se font sentir, il fait voter un collectif budgétaire. Donc, normalement, à tout va, une loi de règlement permet d'avoir une idée en N-2 de comment nous avons dépensé les crédits. On vient d'adopter la loi de règlement 2021. Oui. Alors, donc, ça permet normalement aux députés d'avoir une idée de la gestion des finances publiques aux années 2021. C'est déjà quelque chose. Donc, je pense qu'ils ont voté le budget 2020. On est en train de terminer le budget 2023. Donc, la seule année qui a dû peut-être leur échapper, c'est 2022. 2023. Donc, je ne pense pas que ce soit si dramatique. Par contre, je trouve que l'opposition doit faire encore beaucoup d'efforts pour être présente dans ce genre de dossier. Oui, pour finir sur cette question, à l'occasion de ce vote, on a comme un député modèle qui est sorti du bois, du lot. Beaucoup, on semble lui, disons, l'adouber de partout, surtout la mouvance. Voilà, je vais parler de Basile Rossi. Il est devenu en quelques jours le parangon de l'homme politique qu'il faut. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de fleurs jetées à... Bon, c'est vrai qu'en 7 ans-là, on a connu les quatre Moussa de la Renaissance du Bénin, son âme, une pensée à lui et à ses parents. Donc, c'était dans les années 90, un peu moins avant 2000, on a connu ces spécimens. Donc, il y en a eu quelques-uns. Mais ici, dans le cas d'espèces, je pense que, oui, Basile aussi est revenu, est un peu comme aujourd'hui l'image un peu insolite d'une classe politique perdue, sans boussole, évoluant en rade, et donc dépité face au comportement d'un député qui, lui, a peut-être eu quelques lumières pour agir. Voilà, dans un cas comme dans un autre. Parce que si on en parle, c'est que ça a fasciné, ça a étonné, ça a surpris, ça a énervé, et donc ça paraît bizarre. Bon, il n'y avait pas tant que ça, parce que même dans son camp, quand personne ne l'a attaqué. Non, ils n'ont pas besoin de l'attaquer, mais c'est un patriarche, il ne peut pas l'attaquer facilement. Là où il est, je ne sais pas combien de personnes peuvent parler de lui, et si ce n'est pas Boliaï lui-même. Il ne demandait pas à Eric Ondete de se mesurer à Basile aussi, mais à Nourenou. Ils sont bien loin derrière lui, donc ils connaissent, en termes de militantisme, de parcours politique et militant, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas parler de lui. Ils se lanceraient dans une bataille perdue d'avance que de parler, parce qu'ils n'ont pas ça carré encore. Ils peuvent l'avoir, sans doute, ils ne l'ont pas encore. Je pense que Basile aussi, c'est un peu cette conscience du peuple aujourd'hui, qui doit réveiller en chacun la fibre nationale et surtout patriotique, je veux dire tout le monde citoyenne. Un budget, comment vous bloquez l'État de son budget alors que vous savez, vous avez demandé des amendements. Vous avez demandé un certain nombre
de facilité sociale. Vous avez demandé à ce que certaines situations soient réglées. Le gouvernement a accepté dans la plupart des cas. Et vous vous empêchez de voter. Ça veut dire que vous voulez empêcher l'État de disposer des moyens de tourner l'économie. Tout comme bon, ils l'ont fait. En même temps, ils n'ont rien empêché, parce qu'ils ne peuvent rien empêcher. Bon, ils ont exprimé juste... Parce qu'ils ne sont qu'une opposition, parce qu'ils sont une minorité. Oui, c'est vrai. Mais dans l'absolu, leur vote traduit quoi? Ils n'ont pas dit. Il faut qu'ils nous disent, parce que oui, quand vous êtes de la minorité et vous votez, votre vote doit traduire quelque chose. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Ils ont demandé des trucs, on leur a offert ça. Mais donc, pourquoi vous allez voter contre? Voilà la question. Pourquoi? On dit non, pas donner au gouvernement. Non, c'est pas consistant. Il faut soutenir. Dans l'absolu, que l'opposition vote contre, il n'y a rien de dramatique. Comme je dis, dans notre démocratie, elle est simple. Le gouvernement gouverne, je l'ai dit. L'opposition s'oppose. Le Parlement parlemente. Et donc, la rue s'enjaille, comme on dit. Donc, quand vous faites le point, en fait, chacun a son rôle. Il n'y a pas de quoi, normalement, empêcher quelqu'un de dormir tranquillement sur laurier. Mais, il se fait quand même que certaines actions, certains comportements doivent quand même être cohérents. Et là, dans le cas d'Express, on ne voit pas la cohérence. Et donc, ils ont du mal à attaquer Haoussi parce que Haoussi, c'est un peu cette conscience d'une classe politique perdue, désemparée, dépitée, et donc totalement en rade. Et tout le monde regarde ça, parfois extasié par certains, tétanisé par d'autres, éberlué. Et donc, du coup, on est là, on se contente de ça, on regarde ça, et on en parle. Depuis des semaines, on en parle. Parce que c'est l'événement. Non, quand même, il faut qu'on revienne aux logiques politiques. La logique politique n'est pas une logique de blocage. Parce que Boni Yahi et son groupe ont bloqué les élections en 2019, nous conduisant dans une spirale de violence. Il n'est pas séant qu'ils reprennent les mêmes choses, alors que le président Talon leur a tendu la main. Il n'est pas séant qu'ils livrent à la vindicte populaire des jeunes qui ont besoin de façonner de leur avenir. Il n'est pas séant qu'ils livrent des régions à la stigmatisation. Parce qu'eux veulent régler leurs problèmes personnels. Il n'est pas séant qu'ils utilisent la politique pour bloquer l'évolution du pays. Voilà l'élément tout simplement. Après, de quoi on parle? À quoi on s'oppose? Mais à qu'est-ce qu'on propose? Vous avez déjà une seule proposition? Mais il n'y en a pas. On n'y en a aucune. Donc, c'est quand même... C'est préoccupant. Moi, je veux bien. On dit, non, on m'a dit quelque part, mais oui, mais M. Maforika, mais l'opposition doit s'opposer. Il dit, oui, c'est vrai. Mais il s'oppose à quoi? C'est qu'on ne sait même pas à quoi il s'oppose. On ne s'oppose pas à des individus, on s'oppose à une manière de faire. Et en retour, vous proposez quoi? L'anti-programme de l'autre n'est pas un programme. L'anti-individu n'est pas un programme. Encore moins la critique n'est pas un programme. Alors, quel est le programme? En s'opposant à ce budget, quelle est la ligne que l'opposition montre? Quelle est la vision? Où est la boussole? Mais nulle part. Et vous voulez conclure ça? C'est là que Basile a aussi appris de la vitesse. C'est ça. Donc, moi, je trouve qu'on ne la double pas. Oui. Ils sont en perte de mots. Ils sont en perte de... L'autre... Bon, quelque part, on se dit que la mouvance en fait un peu trop. Non, mais j'ai écouté un député, c'était malheureux quand même. Il dit, bon, nous, on était prêts à voter quand on nous a dit de ne pas voter. Bon, voilà. Aussi simple que ça. On appelle ça député Godillot. C'est-à-dire que vous voulez voter, on vous a dit ne votez pas. Vous êtes le député de la nation tout entière, la loi dit, la Constitution dit, tout mandat impératif est nul. Et vous dites, nous, on était prêts à voter, et on nous a dit de ne pas voter, et nous, on ne vote pas. Vous voyez là où on est tombé, jusqu'où on est tombé. On est tombé totalement à un niveau où la politique n'a plus de sens, il n'y a plus de repères, il n'y a aucune éthique. Alors, je me vois dire déjà, oui, mais il n'y a pas d'éthique en politique. Si, il devrait en avoir. Il y en a un peu. Il y a quelques règles. Bon, en même temps, de l'autre côté aussi, on peut dire qu'ils ont toujours voté en cohorte. C'est comme s'il n'y a jamais eu de voix discordante. Ça, c'est pas seulement sur le budget. Bon, la majorité aussi a subi aussi ce type de critique. La majorité a sa manière de fonctionner. Oui. Moi, dès que le député, c'est lui-même qui a dit. Il dit, on était prêt à voter. Parce qu'on a déjà tous nos amendements ont été pris en compte. On a même voté le texte général, le rapport. Donc on était prêt quand on a dit de ne pas voter. C'est qui le on? Boni Yahi.
Bon, il ne l'a pas dit. Enfin, il n'a pas besoin de le dire. Oui. C'est qu'ils ont demandé à Gabayaya et qu'est-ce qui s'est passé en 2019. Donc, c'est la même chose. Donc, bis repetita. Alors, ça veut dire quoi? C'est le pays dans... Enfin, ne pas voter là, c'est pour le compte du pays ou pour des intérêts particuliers. Est-ce qu'on est dans l'intérêt général, collectif? Est-ce qu'on est dans le Bénin? Voilà la question. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire le procès à la majorité. Vous dites, ah oui, ils ont tous voté pour talon. Nulle part, un député, moi, je n'ai pas entendu quelqu'un dire, j'ai voulu voter contre, on m'a dit, il faut voter pour. Donc, ils sont libres de voter ou de ne pas voter. Ils soutiennent la majorité, c'est logique qu'ils votent pour. Mais ils peuvent avoir des voix discordantes. C'est à eux d'être députés et d'assumer leurs voix discordantes. C'est ça le problème. Mais s'ils votent, mais ils n'ont qu'à dire, j'ai voté parce que je suis convaincu. Mais s'ils disent que j'ai envie de voter, on m'a dit de voter contre, c'est de l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas convaincus de leur propre vote, donc ils s'appuient de l'un sur l'autre pour pouvoir assumer leur comportement. C'est pas sérieux. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'assument pas leur vote. Ils ont voté parce qu'on leur a dit de voter contre. Ce n'est plus le député de la nation tout entière, c'est plutôt un député clivant. Et donc un député qui détient un mandat impératif, ce n'est plus un député dans le cadre de la Constitution béninoise, même si l'analyse que je suis bien conscient que ce concept de député sans mandat impératif est un concept purement idéaliste. Parce qu'au final, les options jouent. Il faut revenir à des schémas où le député va répondre devant son électorat de son comportement. Voilà. Nous finissons sur ce point. Nous allons passer très rapidement à l'événement politique du week-end, de ce samedi. Fini, l'UDBN, c'est du passé. Vive la renaissance nationale. Est-ce que vous avez vu venir Non, pas vraiment, parce que bon, vous savez, non, pas vu venir, parce que c'est pas une préoccupation particulière. À cause de la taille du parti, à cause de l'importance du parti. Non, le parti n'est pas important. Le parti n'est pas important. Non, le parti a une personnalité énigmatique à la tête, Madame Claudine Prudencio, qui est une grande personnalité, une dame de cœur, une femme de poigne. On peut tout dire d'elle, mais après le parti, elle dirige un parti qui est un peu son petit joujou qu'elle utilise. Mais bon. Bon, vous le dites depuis quelques années déjà, mais bon à mal, hein, le parti tient. Ben, oui, d'accord, parfait. Bon. On a tout prédit pour ce parti, mais bon, le parti tient, le parti est là. Si vous avez les moyens de créer un parti et que vous avez les moyens de l'entretenir, il va tenir. Bon, vous n'allez pas me dire que Claudine Afiavi Prudencio a juste envie de gaspiller de l'argent. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une femme de poigne. Elle a peut-être envie d'être là. D'être là. C'est aussi, vous savez, aux États-Unis, il y a plein de petits partis qui existent, qui ne gagnent jamais les élections, mais qui continuent de se maintiennent. On n'a pas besoin de gagner. On est là, parce qu'on a les moyens d'être là, de faire passer ces idées. Le problème, c'est que l'UDBN, jusqu'à présent, n'assume pas réellement ces idées. N'a pas d'idées particulières qu'on a pu constater sous Kélékou et sous le président Boni Yahi qui finit, parce que l'UDBN, au départ, après, s'est fondu dans le FCBE, après, s'est détaché, et après, c'est... Bon, donc, aujourd'hui, c'est RN. Il faut bien qu'on centre le parti. Moi, les affaires d'élection, c'est un autre part. Donc, est-ce qu'elle a besoin de gaspiller de l'argent? En tout cas, elle en a. Ça, c'est déjà un prêt. Elle en a. Donc, elle utilise peut-être ses moyens pour garder un joujou qui n'est pas dans la dynamique de la réforme du système partisan. En fait, c'est elle-même qui crée, qui reforme, qui refonde, qui recrée. Et donc, ça n'a pas d'autre vie que ça. C'est parti unipersonnel. Oui. C'est parti unipersonnel. En termes d'offres, quand même, on peut dire que parfois, il y a, disons, des velléités singulières. On a vu, par exemple, sur le cas du Niger, que le parti, ils n'ont pas assumé. On n'a vu aucun responsable du parti prendre une position claire devant les médias et dans les médias. Ça s'est passé entre eux. Oui, mais on connaît la couleur de leur position quand même. Non, enfin, vous connaissez, moi je ne connais pas, parce que je ne les ai pas reçus. Ils n'ont pas demandé à passer dans les médias. Ils n'ont pas...
vous connaissez, ils l'ont publié où? Bon, ils l'ont publié quand même. Enfin, où donc? Divers canaux. Vous l'avez vu? Non, pas Kitty. On a vu. Mais c'est les personnalités les plus en vue du parti. Parce que madame, elle délègue souvent, et c'est un atout, c'est une qualité par ailleurs. Mais en dehors de Tiki, de Kitty, et de quelques deux ou trois, madame Idossou, secrétaire général, autour, qui aussi le font. Mais quand vous les prenez, qui a défendu la position du parti? Personne. En réalité, moi, je ne connais pas ce que pense le parti de la question du Niger. En réalité, j'ai lu sur les réseaux sociaux certaines petites choses. Mais moi, les réseaux sociaux, c'est un tas d'ordures. On peut tout ramasser. Et donc, je n'ai pas eu le temps de trier pour pouvoir avoir une option. Or, il me semble que sur les médias, quand vous venez, les médias classiques, là, au moins, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous ne raisonnez pas un peu comme les grosses mastodontes de la majorité qui tendent à les mépriser un peu? Bon, Renaissance nationale aujourd'hui, Moël Bénin, bon, on les voit toujours d'un œil particulier, on a tendance à les mépriser. Je ne sais pas si c'est l'instinct de suivi qui font qu'eux aussi, de leur côté, tendent à exister. Est-ce que ce n'est pas la suffisance des deux grands partis de la mouvance que vous traduisez sur ce plateau? D'abord, je répartis à aucun d'eux. Oui, mais bon. Non, je répartis à aucun d'eux, donc je suis tranquille. Hein, je suis tranquille, ancien militant. Est-ce que vous ne reprenez pas un peu non, moi je suis un analyste, je l'ai dit à partir du moment où le parti, vous savez, la fusion, la création des blocs transforme les partis unis personnels en de petites cellules insignifiantes, sans lendemain. Et le PAD l'a constaté à ses dépens. Je l'avais dit. Je me rappelle, Adrien me dit très nerveux par-ci, par-là, à penser qu'on était payé pour détruire son parti. Aujourd'hui, le PAD est où? Le PAD a beau un parti trentenaire, ça n'avait plus d'avenir. Seul. Et ils avaient aux élections, ils ont constaté. En fait, il y a une donnée que vous ne prenez pas en compte, mais que ces partis ne prennent pas en compte. Les 10%. C'est l'évolution de la loi depuis 2018. Après du moment où on est parti à deux choses importantes, le refus des alliances. Après du moment où le législateur empêche des alliances politiques. Donc, en tant que parti, vous êtes seul face à votre destin, face à une échéance électorale. Premier élément. Deuxième élément, le seuil de représentativité. Quand vous mettez les deux ensemble, mais il faut constater que le législateur a fait l'option claire de regroupement des partis politiques. Et donc, les partis unitaires, les partis de fief, les partis d'arrondissement, les partis de communes, les partis de mon village n'ont plus d'existence. Ils n'ont plus d'existence. Aucune de ces descriptions ne correspond à la Renaissance nationale. Donnez-moi quelles sont... Elle a fait 6% au communal, 6% tu me rappelles, en 2020. Non, vous savez, non, écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'on se... Peut-être que, bon, évidemment, c'est de lui qu'on parle aujourd'hui parce qu'ils ont fait leur congrès. Sinon, moi, je n'ai pas envie qu'on se focalise ce parti. Parce que, je l'ai dit, c'était la même chose du PRD, de Moël, que de l'UDBN en ce temps-là. Mais en réalité, est-ce que ces deux partis n'ont pas un couloir à exploiter, en réalité? Dans l'ombre ou, en tout cas, en différence... Ils ne l'ont pas d'ici 2026. Je vais vous expliquer. Vous savez, aujourd'hui, le pays est gouverné dans un pôle. Et à l'autre pôle, vous avez les démocrates. Ça, il faut qu'on soit clair. Et les FCB ont fait les frais du positionnement des démocrates à l'autre extrême. L'extrême anti-talon pur. Par la dénégation, par la désinformation, par l'opportunisme. Tout ce que vous voulez, les démocrates l'utilisent pour gagner du terrain. Donc, ils sont à l'autre extrême. À la première extrême, vous avez le pouvoir et ces partis qui le soutiennent. Donc, maintenant, vous avez au centre qui? Un conglomérat de partis qui ont du mal à s'aligner. Mais vous avez Moël, UDBN qui est Renaissance nationale aujourd'hui, FCDB, je ne sais pas si ça existe toujours, et puis quoi encore, donc qui disent qu'ils ont de la majorité présidentielle. Mais ils n'ont pas d'avenir. Parce que les autres occupent le terrain. Ils sont dans l'autre extrême. Quel intérêt l'électeur a à laisser ceux qui disent clairement
je suis avec Patrice Talon, ils sont déjà représentés, UPR, BR, et dit je vais à Moël. Ça c'est futuriste. Ça c'est le premier. De l'autre côté, vous avez FCBE, vous avez MPL. MPL, oui. Vous avez quoi encore? 2 ou 3 autres petits. NFN. Voilà, vous avez ces partis qui disent on est contre, on est de l'opposition, mais ils ne sont pas aussi radicaux. Bon, NFN est au centre. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Aux deux extrêmes, vous avez les démocrates, vous avez la mouvance présidentielle, le président Talon et sa majorité. Et au centre, d'un côté, centre droit, centre gauche, enfin dans les différents méandres du centre, ça bouge. Mais ceux qui sont au centre n'ont aucun avenir. Ceux qui sont au centre n'ont aucun avenir. En tout cas, pas en 2026. Alors, nous allons dans une dynamique d'élection générale. Vous pensez que l'électeur, qu'est-ce qui va se passer de manière très, très particulière, de manière, disons, tangible, pour qu'en 2026, l'électeur tourne le dos à UPR et à OBR pour aller à RN, pour aller à Moël, qui vont séparément. Le seul cas possible où un changement est possible, le seul cas, l'unique cas, un changement possible, c'est lorsque un autre grand front va se créer. Vous voyez, quand on dit RN, ça aurait pu avaler UDBN, Moël Bénin, MPL, FCBE. Et donc, lorsque vous avez un front global qui se transforme en RN, là, quelque chose se serait déjà passé, Mais si c'est François Xavier Noumon qui se transforme en Hadjirakou, Maouti, Houndé, ou bien, je ne sais pas, excusez-moi, ceux qui portent ces noms-là, j'ai rien de tout. Mais, si c'est vous, François Xavier Noumon, dans sa chaîne génétique, François Xavier Noumon, et donc, vous ne changez rien, c'est fondamental. Alors, quel intérêt l'électeur a laissé le nouveau de départ, l'original connu, pour aller vers Rondeno Adjirakou, machin, tout ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les noms, on peut donner n'importe quel nom. On peut aller prendre telle personnalité. Et là, j'ai contacté que monsieur Akintola, oui. La dernière fois qu'on l'avait reçu, il était démissionnaire. Voilà, il se retrouve en positionnement, on l'a vu, on a vu. Mais c'est bon. En fait, au moins, on sent en lui. En fait, lui, il exprime une certaine logique militante. Il est au centre. Quitter FCBE pour RN ou UDBN, c'est rester dans les mêmes. En fait, c'est de quitter la gauche pour la droite ou la droite pour la gauche. En fait, il a fait juste une petite méditation. Je pense qu'il n'a pas osé aller plus loin. Il aurait pu le faire. Je pense que quand on quitte FCBE, on va soit aux démocrates ou alors au BR ou à l'UP. C'est pas pour aller à RN. Je ne pense pas. Je pense que politiquement, il s'est trompé. Politiquement, je pense qu'il s'est trompé et il va s'en rendre compte. Du point de vue, il s'est trompé politiquement. Parce qu'il faut analyser le paysage. C'est vrai, aujourd'hui, il y en a qui vont attaquer parce que Maforican parle, parce que bon, voilà, il fait c'est vrai. Non, Maforican ne parle pas pour lui. Je ne parle pas pour moi. Moi, j'analyse. Et les gens doivent faire l'effort de lire ce que nous disions depuis 2018. En fait, ils ne le font pas. Il faut qu'ils fassent des lectures croisées. Je suis prêt à mettre les bandes à leur disposition pour qu'ils voient la cohérence de ce que nous disons. On n'est pas en magie. Ce n'est pas une affaire de Bokono ou de Providence. Ce n'est pas Mao Nablo, Mao Nabaï. Non. Sonayon. Non. On est dans l'action militante politique. On est dans l'analyse stratégique. Et en la matière, je pense que RN n'est pas différent de UDBN. Et on en arrive au même niveau. Donc, rien de Donc pour vous, c'est juste du marketing politique, du rebranding pour donner un nouveau souffle au parti. En fait, Madame ma fille présidentielle est une femme de poigne. Elle cherche. En fait, le problème n'est pas elle. J'ai l'impression qu'elle y croit. Elle y croit. Je pense qu'elle y croit. Et je n'ai pas à la juger sur ça. Je suis pas à elle, elle n'est pas moi. Moi, je suis qu'un analyste, elle est sur le champ de l'action. Donc, du coup, on n'est pas dans les mêmes postures. Je pense qu'elle y croit. Mais autour d'elle, il y en a qui devraient pouvoir avoir l'honnêteté de lui dire ce n'est pas possible. C'est eux que je pense qui se trompent. Monsieur Akintola, il croit. Quitter FCBE, aller là. En fait, on sent, lui, qu'il est dans une certaine cohérence, vision. Seulement, ce qui s'est passé, il quitte l'opposition, disons, modérée,
Et il est à Bon, une l'opposition molle pour la mouvance... opposition modérée, modérée, oui. pour aller à la mouvance critique. Oui. Ah, enfin, je ne sais pas si vous voyez, opposition modérée, mouvance critique, oh, c'est la même pratique. Ça veut dire que c'est centre-gauche, c'est centre-gauche, hein, non, non, c'est la gauche, la droite de la gauche ou la gauche de la droite. C'est ça que je veux dire. La gauche de la droite ou la droite de la gauche, on dit la même chose. Puisque on est au centre, avec la balance à gauche ou à droite. Ça revient au même. Bon, en le disant ici, vous donnez de l'eau au moulin à l'invective de Boni Yayi contre les FCBE. Donc, si les FCBE sont un parti hybride, quoique de l'opposition... Non, ils ne sont pas hybrides. Sont... Non, 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 non. Le positionnement est normal et personnel. Celui qui est au centre de la gauche est au centre de la gauche. Enfin, à la gauche de la droite. Oui, oui. Ouais, en Europe, ces choses se voient facilement. Moi, je dis toujours, vous voyez, pour ceux qui connaissent la politique française, vous prenez certains François Fillon, excusez-moi, vous prenez certains François Fillon, vous prenez un certain Alain Juppé. Quand vous les prenez les deux, non, François Fillon est plutôt Laurent Fabius. Oui. Quand vous prenez les deux, ou bien même Hollande, même Macron lui-même, quand vous les prenez, vous prenez Fillon-Macron, par exemple. Qu'est-ce qu'il a divisé? Pas grand-chose, du point de vue de la lecture politique. Alors que l'un de la droite, l'autre de la gauche. En réalité, aucun de net d'extrême. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la politique française? C'est que l'arrivée de Macron, ce que Valls n'a pas eu le courage d'assumer, ce que Hollande n'a pas eu le courage d'assumer, Macron s'est interposé et l'a assumé en créant son mouvement Renaissance. Et la Renaissance, c'était quoi? Rassemblement En marche. En marche, voilà. Donc, en créant ce mouvement En marche. Donc, en le faisant, il a ratissé tout ce qu'il y a de gauche ou de droite, mais dans les centres, en laissant les extrêmes à leur compte. Donc là, la nouvelle, comment ils appellent ça, le truc de Mélenchon. Oui, la NUPES. La NUPES, aujourd'hui, n'est que la résultante de l'extrême. C'est-à-dire que de tout ce qui reste, qui ne coopère pas, qui n'est pas d'avis avec Macron, qui se retrouve du côté gauche. Mélenchon les a aspirés vers l'extrême gauche. Quand Marine Le Pen a du mal à aspirer les républicains. C'est là que se passe. Donc quand vous regardez aujourd'hui, pourquoi les républicains sont aujourd'hui arbitres du jeu, ils sont encore le seul parti qui ne sont pas de l'extrême, donc qui devrait normalement aller avec Macron, mais qui n'y vont pas parce que Macron ne leur fait pas d'offres sérieuses. Et donc, ils jouent l'arbitre. Le dernier épisode sur la loi sur l'immigration montre clairement que c'est eux qui font le jeu aujourd'hui. Macron a renvoyé les partis au niveau des extrêmes qui, eux, sont obligés. Si la NUPES pense qu'elle a gagné une bataille, elle se trompe. Parce qu'en réalité, c'est les républicains qui sont les maîtres du jeu en réalité. Si on revient au Bénin, c'est ça. Tout le monde connaît aujourd'hui le positionnement des partis, les démocrates. Là, il n'y a rien à dire. Ils sont à l'extrême. Ils sont expansifs. Ils sont dithyrambiques. Ils sont parfois... ils sont dans l'outrance. Ils choisissent un lexique outrancier pour caractériser la gouvernance talon. Donc, ils sont à l'autre extrême. De l'autre côté, il y a le pouvoir lui-même qui s'est positionné là-bas. Du coup, il y a le grand milieu qui est vide. Alors les autres partis pour exister se positionnent là. UDBM, RN, FCDB, MPN, FBCBE et tous les autres. Ils sont là. Chacun, soit à gauche, soit à droite, allez, un peu du côté de l'opposition. Alors, pour qu'ils aient un avenir, c'est... soit ils vont continuer d'exister en essayant d'infléchir plus ou moins la politique nationale en prenant des positions, je ne sais pas. Et ils n'en prennent d'ailleurs pas. Si aucun dossier, vous avez vu Moël Bénin prendre une position claire depuis leur congrès ou depuis la dernière présidentielle. Ils parlent de l'inclusivité. L'inclusivité, voilà, inclusif. Ils sont dans toutes les couches, oui. Donc c'est inclusivité, voilà. Mais inclusivité de quoi? Il faut qu'ils aillent plus loin. Soit il demande, il dit, nous, si on était en Parlement, on soutiendrait la proposition de la loi d'amnistie. Moi, je n'ai pas encore entendu réellement dire ça. Pendant les élections législatives, il y a eu une petite inclinaison autour de cette question, mais ils ne l'ont jamais dit. Quand vous prenez FCDB, ils ont dit quoi? Ils n'ont jamais dit de pareil. Quand vous prenez UDBN, RN, donc,
Ils ne disent rien. Comme je ne le dis pas par rapport au Niger, on n'a rien entendu d'eux. Ouais. Il y a eu des petites positions d'ici, mais ils n'ont pas le courage de confirmer, de dire ce qu'ils pensent. Du côté de FCBE, vous entendez quoi depuis la dernière élection? Rien. Ils sont contents d'aller capter les frais de... les fonds publics. Qu'ils ont mérité parce qu'ils sont élus. Oui, d'accord. Bon, après, ils les dépensent. Bon, j'espère qu'un jour, ils expliqueront comment ils dépensent tout ça. Parce que bon, on ne les voit plus sur le terrain. Mais bon, peut-être qu'ils travaillent en l'homme. Mais ils captent les sous publics. Ils éduquent les citoyens. Et sans les médias. Oui. Enfin, les médias. Ils ont une école politique. Les médias n'ont pas leur part. Ils ont une école politique. Les médias n'ont pas leur part. Et ça dépasse seulement l'échelle. Vous savez, bon. UPR, BR. Mais bon, si c'est une question, tout le monde veut avoir sa part. Oui, mais c'est quand même logique. C'est quand même logique quand même que, bon, ça c'est une digression, mais c'est quand même logique qu'ils donnent un peu aux médias. Comment ils vont mobiliser, capter tout ça sans les médias? Ils utilisent les médias, ils payent rien, ils payent des pédièmes aux journalistes, ce qui n'est quand même pas cohérent, alors qu'ils ont pu signer de petits contrats comme avec les médias, tout au moins. On ne leur demande pas de donner tout, mais quand même, quand vous savez les 604 millions, 404 millions, 604 millions, et il n'y a même pas un petit 5 millions, comme dit, vous voyez, un petit 5 millions pour les médias, un parti ou un petit 2 millions, un petit 1 million, quand même. Ça, ils veulent manger ça tout seuls. Ils peuvent quand même. Bon, ils ne pas, ils travaillent avec. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent travailler sans les médias? Leur organe qu'ils sortent ne peut pas pénétrer la population que le rôle des médias. Enfin, ça, c'était une digression, une invite peut-être gentille. Une invite gentille et douce en disant, mais vous voulez une presse aussi disponible, crédible, donnez-leur des moyens aussi. Et une manière de leur donner des moyens, c'est quand même de regarder ce qui existe et de petits contrats. De faire ruisseler un peu. Qui font au moins le travail de communication pour eux, parce que de toute façon, dans la configuration actuelle, les médias couvrent les activités des partis politiques. Quand même, il faudrait qu'ils payent un peu. Ce n'est pas les perdièmes qui font tourner les médias, qui transforment les organes en entreprise. Bon, donc, ça, c'était une petite digression quand même, pour eux tous. Pour eux tous, pas pour FCBE seul, pour UPR, pour le BR, ils prennent quand même une caillotte. Même si, bon, on ne peut pas dire que ça c'est suffisant, mais c'est pas un 5 millions, fois 10, 50 millions pour les organes de presse qui va créer un gros fossé. Encore qu'ils n'en avaient pas avant, ils tournaient mieux, parce que quelqu'un sortait sa seule. Donc aujourd'hui, au moins, comme c'est l'État qui met, ils n'ont qu'à partager une partie avec les médias. Donc ça, c'est une... Bon, espérons qu'ils vous entendent. Bon, enfin, j'espère qu'ils entendent. Mais si on revient de manière plus sérieuse, et on va finir là-dessus, le dossier, je pense qu'il est important que les partis qui ont envie de jouer un rôle particulier puissent trouver leur ancrage. Aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dira, RN n'a pas d'ancrage. Bon, d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'on les appelle RN. RN, ça renvoie à l'Assemblée nationale. Oui, ils ne veulent pas. Renaissance nationale. Bon, de toute façon, à partir du moment où ils sont sur le terrain, chacun choisira ce qu'il dira. Eux, ils s'appellent Renaissance nationale. En d'autres termes, RN. Bon, alors, donc, RN. Puis ils auraient pu mettre la Renaissance nationale, L-A-R-N, ou bien la RN. Ouais, non. Mais s'ils mettent RN, Renaissance nationale, on peut dire le raccourci, il ne faut pas le faire pour ça. À moins qu'ils déposent la marque en disant, nous, on n'est pas RN, on est Renaissance nationale. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais je reviens toujours en disant, au lieu de s'en prendre à ceux qui prennent position comme nous, je pense qu'ils ont intérêt plutôt à se définir une politique. Je pense que Mme Président a besoin de s'entourer, à mon humble avis. Bon, quand vous le dites comme ça, vous faites un peu insulte à ceux qui sont là. Non, ceux qui sont là ne lui disent pas la vérité. Il faut que ceux qui sont là ils vont apprécier. Ceux qui sont là ne lui disent pas la vérité. Et eux, et ceux qui sont autour de Paul Mouquet, et ceux qui sont autour de ce qui TB, PL. Non, Ayadji. Donc, en réalité, non, les Ayadji, c'est différent. Les Ayadji, un peu moelle, c'est un conglomérat qui pense à l'avenir. C'est différent de l'UDBN. C'est deux parties différentes en fait. Les Ayadji, ils pensent, ils y croient. Ils vont finir par comprendre les limites de l'affaire. Mais ils y croient. C'est pas la même chose. Le parti appartient sans doute à Ayadji, mais pas totalement. C'est pas comme sa propriété privée. Je sais que c'est Ayadji qui va récupérer le produit. C'est pas la même chose que UDBN RN. Donc, pour moi, je pense qu'en le disant, c'est pas pour faire une chute à quelqu'un. C'est pour que les gens analysent les scores de l'UDBN avant, le fief d'Angodomé et les nouvelles réalités législatives devraient pouvoir, l'expérience BR,
les fondements de l'échec de l'expérience ouvrière devraient pouvoir, les fondements de l'échec de du retrait de Mme Priesio et l'épisode de Chacus devraient pouvoir être analysés. J'ai l'impression qu'on n'analyse pas tout. Ils ne lui disent pas la vérité. Et pourtant, il faut le lui dire. De toute façon, qu'on vous cache la vérité, que ce soit avec la main, que ce soit avec un tissu, que ce soit avec n'importe quoi, elle va finir par se révéler au grand jour. Donc, elle se rendra compte que si elle a envie, franchement, de continuer à être impactante sur la scène politique nationale, de manière à siéger par son parti, elle a besoin de fusionner à l'UP ou au BR, une nouvelle expérience, ou alors de créer une large fusion avec ceux qui existent aujourd'hui. Donc, ceux qui sont au centre, comme elle, centre gauche, centre droite, les rassembler dans un grand fossé. Et là, ils peuvent bousculer ce qui existe aujourd'hui. À gauche, dans l'extrême, je parle des démocrates, comme à droite, le P et le BR. S'ils ne le font pas, ils n'ont pas d'avenir en 2026. Ils n'en auront pas. Le 2026 se jouera avec UP, BR et les démocrates. Voilà, on peut s'en faire une religion, les paris sont lancés. Nous en avons fini avec le décryptage de ce jour, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, rien de particulier. C'est-à-dire que je l'ai dit, je le redis, nous on n'est pas en guerre contre un parti. C'est-à-dire que parce que après on reçoit plein de trucs pas gentils. Mais c'est pas pour être gentil. Bon, vous n'avez pas été gentil non plus. C'est pas pour être gentil, non, c'est ça que je veux dire. C'est pas pour être gentil que nous parlons. Nous parlons pour que les gens essayent. Quand vous répétez la même chose depuis 2018, et les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors que ça, c'est aussi évident que ça. Nous disons, on n'est pas là pour être applaudi. Un consultant, nous sommes là pour dire la vérité. En tout cas, notre vérité, qui n'est peut-être pas la vérité, mais notre vérité se sépare des questions purement personnelles. On sait pas ce que nous souhaitons. Nous dégageons, nous déduisons des faits. Ce qui est, et ça fait partie du rôle aussi de journaliste. Au-delà de conditions politiques, c'est aussi le rôle du journaliste d'éclairer. La fonction éducative des médias, c'est aussi éclairer la lanterne, orienter, sur la base des faits, orienter. Donc, nous donnons ce devoir de le faire. Ceux qui le voient mal, c'est dommage pour eux, mais ils se rendront compte que ici ou là, aujourd'hui ou demain, ça ne bougera pas. Il y a deux extrêmes. Et le centre. Le centre n'a rien à gagner dans la dynamique actuelle parce que la législation ne lui donne pas encore la main. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live et bien évidemment continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.